Et ça, pour moi, c'est hyper fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment les pages m'ont permis d'accepter le côté un peu laboratoire quoi, des pages. Il n'y a que en action en fait qu'on se libère de l'idée de la créativité, quoi. Parce que du coup ça devient concret, palpable, tangible, quoi. Et ben je trouve que d'un seul coup là il y a la possibilité aussi qu'on soit pas aimé. Et je trouve que c'est courageux de reconnaître, d'accepter de ne pas être aimé. Bienvenue sur La Plume, le podcast sur l'écriture et la créativité. Pas l'écriture parfaite, l'écriture vivante, celle qui démarre dans un carnet, dans un rêve, dans un vertige ou une urgence. Je suis Laurence Vessière, actrice, autrice, et dans chaque épisode, je reçois quelqu'un qui a suivi sa plume jusqu'au bout. Aujourd'hui, je reçois Julien Guirbig, acteur, compositeur, chanteur. On parle de sa toute première chanson écrite enfant, de ses rêves lucides, de ses rituels de bien-être et surtout, la pertinence d'accepter la procrastination pour nourrir la créativité. En gros, comment on construit une vie créative quand on en a plusieurs en une. Bonne écoute avec Julien Guirbig. Salut Julien. Salut Laurence. Ça va? Oui, je suis très content d'être là. Moi aussi, je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir sur ce canapé, le canapé de La Plume. Ce canapé très moelleux. Ouais, c'est un gros danger ce canapé. Ouais. Il faut savoir. On va s'endormir peut-être. J'espère pas. Non, et j'espère pas non plus. Qu'on va pas endormir les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. J'avais envie qu'on se retrouve et qu'on parle d'écriture ensemble. Et déjà, je voulais que tu t'expliques un peu ton parcours. Qui es-tu? Et après, je te dirai pourquoi est-ce que j'ai pensé à toi pour qu'on discute de l'écriture. Ok, très bien. Alors qui je suis par rapport à l'écriture ou globalement? Ouais, on va dire mon lien à un peu globalement, et puis après, par rapport à l'écriture en particulier. Ok. Alors, donc je suis Julien Guirbig, je suis comédien, plus acteur que comédien d'ailleurs finalement. Musicien aussi, auteur, compositeur, formateur aussi, garagiste et horticulteur. Non, après formateur c'est fini. Depuis le Covid, tu as suivi quelques tutos? Depuis le Covid, j'ai eu besoin de faire des petits pas de côté. Ouais. Non, mais en tout cas, oui, c'est surtout le jeu sous toutes ses formes, finalement. En l'occurrence, la musique qui a pris beaucoup de place. Je pense que ce qui finalement incarne mon lien à l'écriture, c'est surtout la musique. Ouais. Je me suis parfois essayé à écrire autre chose, mais un peu exigeant, un peu dur avec moi-même, j'y suis pas allé. Théâtre, fiction, etc. Mais non, j'ai jamais réussi à écrire quelque chose qui me convenait. Alors que en musique, si. Et depuis longtemps. Puisque je crois que la première chanson que j'ai dû écrire, j'avais 11 ans, un truc comme ça, 10-11 ans. C'était un vieux synthétiseur dans la... Mes parents venaient de divorcer, mon père avait loué un appartement et il avait un bureau et il avait acheté un gros synthé avec des pédales où tu pouvais faire les basses en bas et tout. Et moi, du coup, j'allais m'enfermer là-dedans. C'était un peu mon refuge à l'époque. Ok. Et j'allais composer des chansons. Alors, c'était vraiment un c'était très rudimentaire. Les débuts. Quoi. C'était les débuts, ouais. Il n'y avait pas de peur d'échouer, là, tu vois. Et je me souviens d'une première chanson qui s'appelait « Non, pitié, pas ça ». Voilà. Je ne sais pas ce que c'était le message que j'envoyais à l'univers, mais... Ok. Et c'était assez... j'étais en colère, quoi. D'accord. Ouais. Et par rapport à ce que tu vivais à ce moment-là dans ta vie ou... Oui, je pense. Ok. Là encore, c'était un espace idéal, l'écriture de chansons, pour dire des choses que j'avais sans doute pas du tout réussi à exprimer autrement, quoi. Ouais. Ça reste encore le cas, d'ailleurs, je crois. Mais du coup, c'était assez énervé. Alors qu'aujourd'hui, je prétends pas faire une musique ou une écriture... Enfin, avoir une écriture très, très énervée, quoi. Je suis pas très en colère, enfin... Non, je crois pas. Ok. Ouais. Alors nous, on se connaît parce qu'on a joué ensemble. On a joué ensemble notamment sur des espaces qui s'appellent les théâtres forums. Absolument. Et les théâtres forums, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des écritures de scénettes où on va dans des entreprises ou dans des lieux où il y a des problématiques épineuses et on va jouer des scénettes où il y a une problématique. Et puis après, on demande à l'audience qui est là, à votre avis, qu'est-ce que l'un des personnages qui est le plus opprimé pourrait rejouer
pourrait avoir comme autre réaction pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite, on va prendre toutes les pistes qui nous sont proposées et rejouer la scénette en impro. Ouais. Et donc, ça fait peut-être... Je pense que ça fait 5-6 ans. Oh, C'était oui. avant le Covid. C'était avant le Covid, donc je pense que ça 6 fait ans. 7 ans 10 ans peut-être. Non. Bah, c'est possible. Ah bon? Ouais. Tu parles bien de cette forme où on était en anglais? Ouais. Parce que c'était en anglais cette fois. Ouais, parce que, écoute, à ce moment-là, c'était via notre copine Sonia. Ouais. Et je pense que ça fait un bon moment qu'elle Ok. elle fait plus ça. Mais en tout cas... Super souvenir pour moi. Ouais. 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 Super souvenir d'avoir joué en anglais dans un contexte comme celui-ci, d'avoir joué avec des gens qui jouent anglais, quoi. Toi, il y avait aussi un autre acteur dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Bref. Benoît Michaud. Exactement. On lui fait un coucou. God bless you. Ainsi que Sonia Jacob qui donc nous a fait nous rencontrer. C'est ça. Et c'était hyper agréable d'improviser aussi en anglais. Parce que moi j'adore l'impro. Ouais. Et en anglais c'était un délice, quoi. Ça m'a rappelé des choses que j'ai pu faire chez Jacques Lecoq. Et j'ai adoré. Ouais. C'était fou. Et puis après, on a un peu gardé contact. Depuis ça, on a rejoué. D'ailleurs, ça fait à peu près 2 ans qu'on joue régulièrement ensemble sur ces espaces de théâtre forum. Ouais. Et à un moment, on a parlé un peu des pages du matin. Yes, the famous Pages du matin. Et j'ai appris qu'en vrai, les scénaristes eux-mêmes ne les utilisent pas tellement parce que c'est assez fastidieux ou quoi. Enfin bon, je ne sais pas. Les 2-3 scénaristes très professionnels qui ne font que ça, que j'ai croisés, m'ont dit qu'eux, ils ne faisaient pas ça. Mais nous, c'est un exercice qu'on aime bien. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce que c'est ? Ouais, complètement. Alors les pages du matin, moi je me souviens que j'ai découvert l'existence déjà de celle qui a proposé les pages du matin dans cette, je sais pas comment on peut pas appeler ça, c'est pas une méthode de créativité, enfin bref. Ce rituel, on va dire. Oui, c'est un rituel quotidien. Donc dans ce livre de Julia Cameron, c'est un best-seller, je crois, aux États-Unis dans les années 80, si je ne me trompe pas, 90, 80. Et effectivement, elle propose, pour nourrir sa créativité, finalement, pour créer l'espace aussi à la créativité, enfin moi c'est comme ça que je l'ai envisagé, de rédiger tous les matins 3 pages. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de joli ou avec un objectif. Il n'y a pas d'objectif. Moi, c'est ça que je trouvais séduisant. Ouais. Et finalement, de pouvoir vider un peu, c'est un peu j'ai honte parce que j'ai que le mot en anglais, stream of consciousness, quoi. Je sais pas comment on dit en français, mais... Oui, on va déposer nos pensées de manière en écriture automatique, on va dire un peu. C'est ça. Et moi, je trouve que j'ai trouvé ça très libérateur, en fait. Et c'est marrant parce qu'en me souvenant, en reparlant des pages du matin récemment, je me suis rendu compte que Julia Cameron est née dans mes toilettes. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça. Oui, il faut expliquer. Il faut donner un peu de contexte. C'est indispensable. J'étais dans mes toilettes et j'avais un magazine, je crois que c'était Psychologie. Et il y avait une interview de Camille Cottin. Oui. Et c'est Camille Cottin qui faisait référence à ce livre. Et c'est suite à la lecture de cette interview que je me suis dit, c'est quoi ce machin ? Parce que le titre est un peu tarte à la crème en français. Oui, c'est libérer votre créativité. C'est ça. Alors qu'en anglais, ça s'appelle... The Artist Way. The Artist Way. Ce qui est plus, je sais pas, plus évocateur pour moi. Ouais. Le chemin de l'artiste ou la façon de faire de l'artiste. Ouais, il y a plusieurs sens qui sont... Oui. Et alors du coup, je suis venu, moi, avec un de mes carnets. J'adore les carnets. Qui est toujours le même pour moi. D'accord. C'est aussi ça qui tend vers le rituel, c'est-à-dire c'est toujours le même carnet, c'est-à-dire c'est un Moleskine noir, voilà. Et, à ligne. À ligne, ouais. Ah oui, à ligne. Et donc, voilà, ça c'est suite de... Je pense que c'est suite de l'année dernière, enfin il n'y a pas que l'année dernière, il doit y avoir... Ouais, c'est ça. Et donc voilà, l'idée c'est de remplir, c'est assez agréable. Je les relis jamais, mais là tu vois, ça me fait du bien de me rendre compte qu'il y a de la matière, quoi. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Alors ce qui est génial en plus, si tu peux montrer peut-être à la caméra ceux qui vont regarder, c'est que toi tu écris vraiment de tout à gauche jusqu'à tout à droite. Oui, j'avoue. Et c'est écrit d'une écriture où moi là où je suis, pourtant je suis à côté, je peux pas vraiment relire ce qui est écrit. C'est vraiment... je suis pas sûr. Waouh, non, je sais pas. En plus, j'ai pas mes lunettes là, mais ok. Ce nouveau chemin aura des étapes inconfortables. Wow. Ok. Oui. Très bien. Et puis après, c'est pas fait pour être relu, hein, les pages du matin.
Normalement, on écrit en sachant que personne ne va nous lire et que nous-mêmes, on ne va pas relire. Donc, il y a une sorte de liberté et des fois, moi, d'un matin à l'autre, je vais réécrire les mêmes choses sur mes blocages, sur ce que je pense. Ou des fois, tu n'as toujours pas répondu à ce mail, mais tu n'as toujours pas fait les courses. Enfin, des trucs comme ça. Ou des fois, j'ai même un petit carnet à côté de mon carnet des pages du matin, parce que je peux dévier de ce que je suis en train d'écrire en disant tiens là il faudrait que je fasse ça, et pour l'avoir en note. Je sais pas si c'est très clair. Si, je vois ce que tu veux dire. C'est finalement ça t'évoque des choses un peu périphériques. Annexe, c'est ça. Aux simples pages. Moi je me souviens, et c'est marrant parce que je suis retombé sur un des premiers cahiers, je pense que c'était il y a 5-6 ans, et c'était hyper bien écrit. Et les phrases, quand tu les lisais, je sentais Julien qui avait le souci de faire quelque chose d'assez joli et séduisant. Et je trouve que là où les pages m'ont aidé, c'est dans cette acceptation aussi que je pouvais écrire sans tendre vers quelque chose de beau ou de parfait. Et ça, pour moi, c'est hyper fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment, les pages m'ont permis d'accepter le côté un peu laboratoire des pages. Tu vois, et de l'écriture elle-même. Oui, je vois tout à fait. Moi, je trouve que ça désacralise un peu l'écriture dans le sens où, après, ça y est, on se met à écrire, on a le réflexe d'écrire et que, voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ça y est, je suis auteur ? C'est marrant que tu dis ça parce que, finalement, peut-être que je me suis jamais posé cette question. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question de te dire « ça y est, là, je suis artiste » ? En tout cas, les pages, et notamment le livre de Julia Cameron, ont réinterrogé chez moi ce qu'était être artiste et ce qu'était la créativité. Et ça m'a permis, comme tu le disais à l'instant, de désacraliser un peu cette chose-là. Et que finalement, c'était pas grand-chose. Que la créativité, c'est tangible, quoi. C'est là, c'est partout, c'est autour de nous, elle est dans le quotidien. C'est pas qu'un acte pour la postérité, quoi. Oui. Et ça serait chiant, d'ailleurs. Et moi, je sais que voir le monde avec un regard plus léger sur ce qu'est la créativité, moi, ça m'a donné envie justement d'y retourner plus souvent. Et puis de concrétiser aussi des choses. C'est ça. Et je me souviens, en fait, il y a un moment, parce qu'on ne se voit pas tant que ça, j'aime bien, à chaque fois qu'on se voit, c'est la phrase continue, tu vois, de la conversation d'avant. Et donc, il y a un moment, je ne sais plus, tu m'avais échangé que tu écrivais tes pages du matin. Et je ne sais pas combien de temps après, tu m'as dit, là, je sors mon album. Et ça faisait des années que tu n'avais pas réécrit ou réenregistré. Et donc, j'ai eu la sensation que ça t'avait enclenché ou réenclenché l'accomplissement d'un objet créatif. Et la confiance. Surtout la confiance, dont je manquais cruellement. Il n'y a pas eu que cet objet, d'ailleurs. L'année où j'ai découvert les pages du matin, j'ai dessiné beaucoup. J'ai dessiné, alors quand je dis dessiner, j'ai pas fini dans un... Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs, c'est que c'était pas avec un objectif de briller ou de finir dans une galerie ou je sais pas quoi. J'ai dessiné pour moi, donc je me levais le matin, parfois j'étais par terre, et puis avec mon fils qui se baladait, et puis on dessinait ensemble. Et je me suis refait confiance à l'idée de dessiner. Et que finalement, on est tous capables, à partir du moment où on le fait. Donc ça te permet, comme tu le disais tout à l'heure, de te remettre en action, quoi. Et ça, il n'y a qu'en action, en fait, qu'on se libère de l'idée de la créativité, quoi. Parce que, du coup, ça devient concret, palpable, tangible, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce chemin entre... alors, le dessin, c'est en particulier assez... ça va bien illustrer ce que je raconte, parce que moi, je ne sais pas dessiner. Mais il y a des tu fois... sais dessiner. Alors oui, très bien. Donc je vais suivre ton conseil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que je ne sais pas dessiner parce que entre l'image du dessin que je me fais dans la tête et le chemin que ça prend jusqu'à la main et où je dessine, il y a un écart qui est énorme. C'est pareil pour moi avec l'écriture. Et je trouve que plus on écrit, plus on fait, plus
va aller sur scène, et plus cet écart entre ce que j'aimerais faire et ce que je fais vraiment, il se réduit. Et ça, il n'y a que l'action qui permet ça. You're fucking right, mate. Ah, moi, je crois à fond à ça. Et je trouve que ça met aussi en lumière parfois les pièges de l'ego. Parce que finalement, c'est de ça dont il est question. Je trouve que moi, ma difficulté, je parle pour moi, hein, ma difficulté parfois à aller vers justement la créativité, c'était attention, quelle image je vais renvoyer, qu'est-ce que ça va dire. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Je me sens beaucoup plus apaisé par rapport à ça. Mais je sais que, en fait, là-dedans, il y a beaucoup moi. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Oui. Et moi, je sais que ça m'a permis de mettre un peu le moi, de le vider un peu, de le mettre un peu de côté, quoi. Alors, juste ça m'a allégé. Juste ceux qui écoutent uniquement, quand tu as dit là-dedans, tu parles de ton cahier d'écriture, le cahier avec les pages du matin. Voilà, ouais. ceux qui... Et c'est là que tu te rends compte à quel point moi prend énormément de place. Et du coup, tu peux aussi en rire un peu, quoi. Parce que c'est un peu ridicule, finalement, à quel point on est tellement obsédé par soi-même. C'est vrai. Et ça, je trouve que c'est vrai aussi par rapport au trac. Je trouve que le trac, il est très lié à soi. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux répéter avant, je suis pas sûre d'assez bien connaître mon texte, là les gens rigolent pas, pourquoi, etc. Et c'est très lié à soi, le trac. Et des fois, moi, j'arrive à pas me débarrasser du trac parce que je sais pas si un jour j'y arriverai totalement. Ça fait du bien aussi. Puis oui, ça donne une petite adrénaline qui fait du bien. Mais juste de changer le projecteur de mon nombril à ok, mais sache que quand je suis là, je suis sur scène, des gens sont sortis pour se divertir, donc je vais mettre le focus sur eux et de dire qu'est-ce que moi là je peux faire, qu'est-ce que je suis sûre de réussir ici et maintenant, qui va leur apporter de la joie, du divertissement, etc. Et ça... Ou peut-être rien. Oui. Parce que moi ça aussi ça me détend. Ok. Enfin qu'il n'y a pas forcément il y aura pas forcément de résultat. Ça, on ne peut pas exiger du public ou du lecteur ou de l'auditeur un résultat. Ça, c'est évident. Voire même qu'il peut y avoir un effet contraire, parce que nous, si on monte sur scène, si on écrit, a priori, c'est quand même... A priori, il y a un rapport de séduction. Enfin, on serait heureux d'être entendu. Oui. Et ben, je trouve que d'un seul coup, là, il y a la possibilité aussi qu'on ne soit pas aimé. Ouais. Et je trouve que c'est courageux de reconnaître... Enfin, d'accepter de ne pas être aimé. D'où l'importance pour moi d'avoir un pourquoi qui est fort. Pourquoi est-ce que je prends la parole? Pourquoi est-ce que je partage ça? Parce qu'après, ça aide à peut-être... En tout cas, moi, ça m'aide sur la légitimité de qu'est-ce que j'ai à faire sur une scène ou quoi. Est-ce qu'il y a un moment où, peut-être encore aujourd'hui, tu ne te sens pas légitime ou est-ce que tu te sens légitime? Parce que ça, je trouve que c'est assez lié au métier d'artiste aussi. Ouais, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé de ça justement dans les pages aussi. Ok. Ouais. Oh là là, j'ai lancé un sujet sur les pages, ça le fait. Non mais c'est vrai en fait, parce que tout y est quoi. Tout ce qui finalement est inconfortable, tous les cailloux dans la chaussure, j'ai l'impression qu'on les voit plus que jamais à cet endroit-là quoi, dans l'écriture. Pas que l'écriture. Ouais, il y a aussi la méditation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette idée de légitimité, elle était très présente là. Ouais, moi ça a été une question, mais ça l'est un peu moins aujourd'hui. Et tu sais je crois que ça m'est presque un peu égal là maintenant. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sentais pas légitime et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un moment ou est-ce que en fait la vie, la maturité fait que... Peut-être aussi parce que j'associais beaucoup la créativité au labeur, au fait de devoir charbonner quoi. Une tendance à se comparer. Je pose la question. C'est possible, ouais. Parce que par exemple, alors, moi je sais que le problème de légitimité, c'est que je viens d'une famille qui n'est pas du tout artiste. Donc, je me suis mis vraiment en œuvre de me dire, ok, donc il faut que je regarde plein de films, il faut que je fasse plein d'écoles différentes pour connaître ceci, cela, pour comprendre, pour avoir les codes en fait du milieu, et pour aussi m'interroger, ok, alors qui sont les acteurs au sens large de ce métier?
C'est-à-dire qui sont les exploitants de salles, qui sont les producteurs, qui sont les acteurs, les réalisateurs, quelles sont les familles, et moi dans quelle famille est-ce que j'aimerais aller, et puis aller aussi dans des festivals et de me dire si je vais dans des festivals rencontrer des gens, il faut que je sache quoi leur dire et quoi leur parler, donc il faut vraiment que je connaisse tout le spectre, et donc ça m'a demandé beaucoup de travail que je me suis donné à faire, alors que j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes. Moi, de mon point de vue, j'avais l'impression que les gens dont les parents étaient artistes et tout ça, ils savaient déjà ce que c'était que de vivre cette vie-là. Donc, Ok. ça m'a fait penser à une interview de Vincent Cassel, où on lui demandait « Est-ce que ça vous a servi d'être le fils de Jean-Pierre Cassel ?» Il a dit « Ben oui ». Alors, évidemment, ça lui a apporté du réseau et tout ça, mais il disait que le plus grand cadeau que ça lui avait fait, c'est qu'il ne s'était jamais posé la question s'il avait le droit ou pas d'être acteur. Et qu'il y avait des amis autour de lui qui s'étaient posé cette question et que ça avait mis peut-être au moins 20 ans à trouver chez eux cette légitimité. Et que lui, tout de suite, il s'est dit, il est parti à New York faire l'acteur studio, qu'après lui, il a toujours vu son père faire son travail à la barre pendant des années, même à plus de 70 ans et tout ça, que donc il voyait bien le côté très métier, très artisan, et puis qu'après, il y avait les moments pour briller en public, et puis qu'après, ben voilà, tu es en haut de ta carrière, puis tu as des bas, tu as des hauts, tu as des bas, et que donc ça, du coup, c'était tout à fait normal. Et donc, voilà, qui ne se posait pas du tout la question de c'est quoi être artiste. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que finalement, c'est pas tant la légitimité, même si ça a pu m'arriver de me dire, mais ça a pu m'arriver d'être très dur, quoi, avec moi-même, quoi, en me disant que je valais rien, que j'étais nul. Là encore, c'est une affaire d'ego, je pense, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai mis du temps et j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai l'impression, parce que je pensais que c'était, et je pense toujours d'ailleurs que c'est la clé dans tout ce qu'on peut entreprendre créativement, c'est ces espaces où on trouve une certaine aisance et une certaine détente. Pour moi, ça a été un objectif, et ça l'est toujours, c'est-à-dire de trouver cette détente, cette souplesse. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Est-ce que toi, tu as justement des habitudes, des rituels pour trouver cette détente ou pas? Est-ce que tu mets des choses en place? Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, plein de choses. Je dis ça, ça a l'air d'être obsessionnel. Plein de choses. Bah, Non, après, mais c'est le... pour moi, les c'est partie du habitudes. travail, en fait. Ouais. Voilà, il est là le travail, pour moi en partie. C'est-à-dire réussir à, tout en conservant le plaisir aussi de le faire, mettre des rituels. C'est-à-dire, globalement, ça va dans le sens de prendre soin, je pense, de soi. Pour moi, c'est assez important de... Pour moi, ça, c'est prendre soin aussi. Ouais. Donc ça étant le cahier que je brandis des pages du matin. Ouais. Et puis, après, ça peut être des choses très simples liées au fait de faire du sport, au fait de dormir, le sommeil, l'alimentation. Quoi d'autre? Je pense la méditation, beaucoup, ouais. Où j'en profite aussi pour faire un travail sur la respiration. Et ces choses-là, finalement, qui peuvent parfois, dans la méditation, ça peut être parfois aussi très inconfortable et se rendre compte à quel point on est fichu. Mais ça met aussi en lumière l'état dans lequel on est. Et typiquement, ce matin, par exemple, je me rendais compte à quel point j'avais plein de pensées récurrentes sur ce qu'on allait faire ce matin, notamment. Une volonté comme ça, sans doute, d'anticiper un peu ce moment-là qu'on est en train de vivre. Donc sans doute une petite appréhension, une petite peur, une volonté de contrôler quelque chose. Eh bien, le simple fait de l'avoir identifié, d'avoir respiré à l'intérieur de ça, ça m'a permis aussi de le mettre un peu de côté, d'atténuer un peu cette peur. En arrivant ce matin ici, en étant, je crois, relativement détendu. Tu y as contribué aussi par ton accueil, la petite tasse de thé, tout ce qui va avec. Mais je veux dire, voilà, tout ça, en fait, le fait d'être vraiment connecté à ce qui est autour de moi participe, en fait, à cette détente-là. Et toi, quand tu dis que tu fais tes méditations et tout ça, maintenant, tu es autonome ou est-ce que tu utilises des applications Ça dépend.
Okay. Et je pense qu'il n'y a pas de modèle à ça. C'est-à-dire qu'il y a des matins Et où je sens quelqu'un que j'ai qui besoin. voudrait s'y mettre, ce serait quoi une bonne porte d'entrée? Les applications, c'est pas mal quand même, parce que moi, c'est comme ça que j'y suis allé. Hein. C'est-à-dire que littéralement, c'est quelqu'un qui me parle un jour. C'était sur un tournage d'ailleurs. C'est un acteur qui m'a parlé de ça, je me souviens. J'étais à Nice, je tournais dans le sud, ouais. Putain, qui était cet acteur? Je sais plus. Je crois que c'était Kevan Kojandi. Ouais. Kevan Kojandi, c'est pas Kian Kojandi? Le frère. Ah, le frère. Ouais. Et c'est lui qui m'a parlé de Mind, Ok. l'application Mind. Et par curiosité, je suis allé la télécharger. J'avais aucun lien avec la méditation. Enfin, j'avais jamais. Voilà. Je lisais un peu des choses sur le bouddhisme, mais j'étais pas. Voilà. Et j'ai téléchargé cette application. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la personne qui guidait avait un accent britannique. Comme ça, il parlait avec l'accent britannique. Et d'un seul coup, il y avait de l'humour aussi lié à ça. Et moi, ça m'a séduit. Parce que ça m'effrayait un peu ce côté, là, d'un seul coup. Enfin, au début, ça m'effrayait, tu sais, le côté un peu solennel, le silence, l'immobilité, l'obscurité. Waouh! Et lui, d'un seul coup, il amenait un peu de légèreté, tu vois. Ouais. Et ça m'a plu, ça m'a vachement séduit. Et donc, j'y suis allé. Donc, oui, moi, je conseillerais ça, d'aller sur une appli, enfin, Mind ou autre chose. Hein. Oui, mais c'est pour avoir Ça peut être une porte d'entrée, ouais. voilà, un outil concret. Pour goûter, quoi. Ouais. Alors, j'avais des questions un peu pour toi. Chouette. C'est quoi tes inspirations créatives? Moi, mes aspirations créatives, elles peuvent venir de partout. Il n'y a pas un élément. C'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement, au gré du temps, je me rends compte que une conversation peut être très stimulante et du coup être une source de création. Je peux avoir envie de sortir de ce moment et de me dire tiens, ça c'est une matière pour moi qui est intéressante. Ça peut venir on parlait de méditation, ça peut venir aussi d'un moment de silence en fait, d'un moment où je suis pas en train de faire quelque chose. Ça m'aide beaucoup d'ailleurs. Ça peut être un film aussi, ça peut être un livre, ça peut être une citation, ça peut être les pages du matin. Désolé d'y revenir pour les auditeurs. C'est la grosse pub. On va demander à Julia Cameron de sponsoriser cet épisode. L'épisode. Oui, c'est ça, la poésie. Et je pense, pour ce qui concerne mon disque, je me suis rendu compte aussi à quel point la matière des rêves était une grande source d'inspiration. Okay. Parce que moi, j'ai un cahier pour les pages du matin, mais j'ai aussi un cahier pour les rêves. D'accord. Depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc j'écris régulièrement mes rêves. Je n'écris pas tout de suite sur le carnet, parce que parfois c'est un peu fastidieux le matin d'avoir tout de suite mon carnet sous la main et de l'écrire. Donc je l'écris souvent sur le téléphone, si j'ai le téléphone à portée de main, et ensuite je retranscris. Okay. Et du coup, en retranscrivant, ça me permet aussi, ça m'oblige à y jeter un sort et à de l'écrire vraiment. Donc ça, énormément. Et après, moi j'ai beaucoup utilisé les rêves pour... une fois que j'écrivais mes rêves, ça m'est arrivé d'écrire des chansons en m'appuyant sur ces rêves-là, ouais, énormément. Et à force d'écrire tes rêves, tu as aussi la possibilité d'agir sur tes rêves. C'est-à-dire que tu peux faire des rêves lucides. J'en ai fait 2-3 dans ma vie, depuis que je les écris. Et voilà, c'est un grand sentiment aussi de liberté, et c'est un grand espace de créativité, les rêves lucides. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les rêves lucides ? Alors, un rêve lucide, c'est la possibilité, quand tu es en train de rêver, d'agir sur ton rêve, littéralement de choisir ce que tu vas faire. Ce qui tue en général le rêve lucide, c'est la trop grande excitation à l'idée d'être libre dans le rêve. Donc moi, je me suis pas mal flingué mes rêves lucides en essayant tout de suite de faire des choses dingues. Donc il faut aussi apprendre à canaliser cette excitation. Il y a des petits trucs qui nous aident. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es en train de rêver, alors ça fait un peu bizarre de dire ça, peut-être pour des gens, mais quand souvent sur un sommeil paradoxal, tu peux dans ces moments-là avoir une conscience dans ton inconscience. Ok, ça va très loin. Donc déjà, rêve paradoxal, c'est quoi ? C'est juste le moment où quand on va pour se réveiller. C'est ça, où on est entre le sommeil et l'éveil. Ouais, et que là, il se passe des choses un peu folles et on se rend compte qu'on vit des choses un peu folles. Oui. Et qu'on a l'impression qu'on est réveillé alors qu'on ne l'est pas. C'est ça. Et dans ces moments-là, si on a l'habitude de muscler un peu nos rêves, de les écrire, on a la possibilité de prendre conscience qu'on est en train de rêver. Et pour pouvoir distinguer l'éveil du sommeil, il y a un truc qui est de regarder sa main dans le rêve. Si tu regardes ta main une fois, elle est nette. Et si tu la regardes une deuxième fois et qu'elle commence à bouger un peu comme si elle était floue, c'est que tu es en train de rêver. Ou alors une horloge. Tu peux regarder ta montre. Si la montre est un peu molle, comme ça, eh ben c'est que tu es en train de rêver.
Voilà, c'est des petits signes. Et parfois aussi, dans des moments de ta journée, te dire « je ne suis pas en train de rêver, je suis éveillé ». Voilà. Ok. Et donc, comment tu utilises ces rêves lucides pour ta créativité ? Les rêves lucides, c'est un endroit où finalement, d'un seul coup, tout est possible. Donc c'est un peu comme quand tu es face à une feuille blanche ou quand tu es face à, je sais pas, j'ai ma guitare entre les mains. Pour moi, c'est ces moments-là où d'un seul coup, je vais pouvoir mettre la couleur que je veux, le rythme que je veux. Donc c'est assez inspirant, c'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois de me réveiller d'un rêve lucide et de me dire waouh, mais là j'ai envie de l'écrire ce truc-là. Parce que je pense que si j'avais été éveillé, j'aurais jamais eu cette idée ou cette envie d'aller à cet endroit. Et cette liberté aussi. Oui. L'espace de l'inconscient est beaucoup plus vaste que là, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc forcément, il y a un espace à exploiter. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu par rapport à l'écriture, la créativité ? Je ne sais pas si j'ai le souvenir d'avoir reçu un... C'est peut-être un conseil que je me suis offert à moi-même. Ouais. Ça peut l'être, ça marche? Bien sûr. Peut-être que parmi ce conseil, c'est peut-être une citation. C'est une citation un jour que j'ai trouvée de Beckett. C'est une citation assez connue maintenant, tu sais, qui dit, en anglais c'est « try again, fail better », quelque chose comme ça. Ouais. Donc on pourrait traduire ça par rate encore, enfin non, essaye encore, rate encore, rate mieux. Ouais, rate encore mieux. Ouais. Finalement, ça prend un peu à l'envers l'idée de l'échec, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça révèle aussi que l'échec, ça fait partie du chemin. Et que l'échec, finalement, permet aussi de progresser. Ouais. C'est finalement cette idée d'apprendre à marcher en tombant, c'est la même chose, quoi. On a tous appris à marcher et on a tous dû tomber, et on s'est autorisé d'ailleurs. Quand on est enfant, on n'a pas beaucoup d'ego à ce moment-là, et on s'autorise à tomber 1000, je crois qu'on tombe 1000, 2000, 3000 fois peut-être avant d'apprendre. Et en plus, nos parents nous applaudissent. C'est ça, merveilleux. C'est génial, super. Ouais, on est acclamés et encensés pour donc peut-être c'est ça ce qu'on fait. Ce qui m'a soutenu. Parce que j'étais, je le suis encore parfois, trop perfectionniste, peur de rater, peur de ne pas maîtriser. Bon, beaucoup d'artistes vivent ça, je crois, je sais pas. Je pense aussi. J'aimerais un jour qu'un artiste qui dit... Rassure-moi. Il paraît que Iggy Pop ne connaît pas la honte. J'ai un copain musicien qui m'a dit ça. Il a enregistré dans un studio où Iggy Pop avait enregistré avant lui. Et l'ingé son lui disait, c'est génial parce que Iggy Pop ne connaît pas la honte. Donc il y va, il essaye, il va dans tous les sens. C'est assez punk finalement de dire ça. Ouais. Bah oui, quand tu vois Iggy sur scène, torse-poil, prêt à... Je crois que même il y a eu une époque où il montrait un peu tout ce qu'il voulait sur scène. Et à partir de ce moment-là, il faudrait peut-être tous démarrer nos carrières artistiques en se mettant à poil et nous montrant tel qu'on est, quoi. C'est parfait, c'est la question suivante. C'est quel est le conseil que tu pourrais donner justement pour libérer la créativité? Moi, je réponds tout de suite. Suis ta voix, suis tes envies à toi. N'écoute pas autre chose que ta propre voix. Mais le problème, c'est de parvenir à écouter cette voix-là. Suis ta voix, ça peut être VOIE, VOIX. Mais c'est-à-dire, moi, je sais qu'à partir du moment où je me suis dit, en fait, t'en es où là? C'est quoi dont t'as envie, toi? Et sans forcément chercher à me comparer, sans forcément chercher à m'évaluer. Juste dire, en fait, c'est quoi ce dont tu as besoin, toi? Qu'est-ce qui, finalement, te rendrait heureux? Et je pense qu'à partir du moment où je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire, que je parviens à le faire, c'est déjà gagné, avec ou sans public. Très beau conseil, merci. Je vous en prie. Alors, comment est-ce que... Alors, j'ai une double question. Est-ce qu'il t'arrive des fois d'avoir ce que moi j'appelle la résistance? C'est-à-dire que là, tu voudrais créer et tu résistes. Et on peut appeler ça de la procrastination, on peut appeler ça... Mais une résistance, donc est-ce que tu connais ça? Et qu'est-ce que tu fais pour te remettre au travail? On est d'accord que pour toi, la résistance, c'est ce moment où finalement, je ne fais rien. J'ose pas y aller, quoi. C'est ça?
Pour moi, la résistance, c'est que je me dis, bon, ben là, je vais écrire. Là, j'ai 1 heure pour écrire, ou j'ai 3 jours pour écrire. Et j'y vais pas. Et je fais tout autour. sauf C'est-à-dire, ça. je vais faire ma lessive, Ouais. ou je vais rester devant l'ordinateur Ouais. en arrivant à rien du tout. Ouais. Ça, à la limite, c'est pas le plus gênant. Parce que je remarque que même sans rien faire devant l'ordinateur, C'est ce que j'allais te dire. il y a un moment, le lendemain, je m'y remets. Et puis, hop, il y a quand même des choses qui sont avancées. Ben, peut-être que finalement, la réponse, elle est là, dans ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que moi, je sais que ça m'est arrivé 1000 fois ce que tu décris. Oui. Et peut-être qu'avec le temps, une plus grande capacité à accepter qu'il y aura des moments où je procrastinerai, je ne serai pas en train de faire, et que finalement, ça peut aussi nourrir la créativité. Même, allez, c'est un peu impulsif de dire ça sur la créativité, mais on ne va pas se mentir. Finalement, ne rien faire peut être aussi justement une possibilité de créer de l'espace pour créer, quoi. On le sait. Moi, je sais que les moments où j'ai été le plus créatif et libre, c'est des moments où je me suis autorisé à partir, à quitter un peu le quotidien, le tumulte, et de me retrouver un peu dans des espaces inconnus où j'avais aussi un peu de visibilité sur l'horizon. Enfin, voilà. Et ces moments-là, tu fais pas grand-chose, mais finalement, tu permets de faire de l'espace, quoi, de faire le vide. Tu peux aussi, finalement, ouais, c'est ça, accueillir d'autres choses. Mais ça passe aussi par vider une part de soi, non? Ouais. Et alors après, j'ai une question peut-être très vaste, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on écrit une chanson? Yes. Waouh. Il y a 1000 manières, je pense, d'écrire une chanson. Moi, je sais que... Tu parles des paroles ou de la musique? Alors, les deux, mais Okay. là, je parlais d'abord les paroles, et après, effectivement, écrire la musique. Ouais. Enfin, en tout cas, pour toi, j'imagine qu'il y a plein de chemins pour y arriver. Moi, ça passe toujours d'abord par la musique. Okay. C'est-à-dire que je vais avoir c'est à la guitare, en général, que j'écris. J'ai aucune connaissance académique, ou je sais pas comment on dit, de la musique. C'est-à-dire que j'ai pas appris le solfège. Okay. Je connais pas le nom des notes, presque. Enfin, très peu. Avec des musiciens, c'est horrible de travailler avec moi parce que du coup, ils me disent « Ah, c'est un la, là ?» Je fais « Ben, j'en sais rien, mais voilà. » Donc, mais par contre, du coup, je m'entoure pour... voilà, ça soutient l'écriture. Non, en général, c'est la musique, c'est-à-dire que c'est une suite d'accords, des choses qui me séduisent dans la suite des accords et qui vont amener des mots pour accompagner ces accords-là. Et dans l'écriture elle-même, souvent, ça peut être juste un mot, ça peut être un rêve, justement. Ça peut être plein de choses très différentes. Moi, j'ai pas de règles. Et je suis content de ne pas en avoir, en fait, parce que je pense que ça m'enfermerait peut-être un peu. Ça peut venir vraiment de... Parfois, c'est des mots, ouais, ou une phrase, quelque chose qui me... Comme j'écris en anglais, ça peut être d'un seul coup, tu sais, tu lis un livre, et puis, paf, il y a une phrase qui surgit, ou tu regardes un film, l'acteur ou l'actrice dit ça, et tu fais « Ah, j'aime bien cette tournure ». Mais finalement, c'est aussi mélodique, quoi. Tu vois, c'est aussi la forme acoustique du mot. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de règles pour l'écriture d'une chanson. Enfin, en tout cas, pour moi. Oui, c'est ça. Pour moi, je pourrais d'un seul coup, tu vois, me munir d'une partition, mettre des points sur des... C'est comme ça qu'on fait, je crois. On met des points sur des... Non, mais voilà, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, les pages du matin. Très bien. Le cliché de l'écriture qui n'est pas vrai, ou le cliché de l'artiste en général qui n'est pas vrai. Ouais. Il faut souffrir pour écrire. Moi, c'est un truc... non. Moi, je pense que oui, la douleur parfois est nécessaire, mais on peut tout aussi bien écrire dans la joie, dans la légèreté. Moi, j'aime pas du tout cette image du... En tout cas, je m'en suis beaucoup défait. Adolescent, je pense que j'y croyais beaucoup trop, mais j'aime pas du tout cette image un peu romantique comme ça, tu vois, il faut souffrir pour arriver à créer. Ouais. L'artiste maudit, ténébreux, qui habite sous une mansarde, qui a un grand manteau noir. Je crois que c'est Gainsbourg qui disait un truc sur ça, où il disait en gros, bah non, mais quand ça va bien, il faut écrire des amours horribles, où les gens ne savent pas, et puis quand ça va pas bien, il faut écrire des amours joyeux, quoi. Okay. Et c'est quoi la phrase qui t'inspire? Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie alors sur la vie en général, mais surtout par rapport à la créativité? C'est la phrase de Beckett. Ok. Ouais, finalement, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Très bien. Ouais, d'échouer. Alors, dans Astérix,
et Obélix, dans le film, il y a une phrase entre Édouard Baird et Jamel Debbouze qui dit « Est-ce que script, c'est une bonne situation ? Et est-ce que auteur ou chanteur, compositeur, c'est une bonne situation ?» Waouh. Je suis pas sûr de comprendre ta question. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne situation dans le sens où est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est quelque chose qui me convient ? Tu peux dire tout ce que tu entends par cette phrase. Est-ce que c'est une bonne situation ? Non, j'ai trop en tête cette réplique d'Édouard. Est-ce que c'est une bonne situation d'être auteur ? Je crois que je me pose pas la question. Très bien. Ouais, je crois que j'ai pas vraiment besoin de me la poser. Si c'est bon ou mauvais, c'est ainsi. Moi, j'ai pas le choix, en fait. C'est-à-dire que t'es né comme ça. Je sais pas si je suis né comme ça, mais en tout cas, il me semble que c'est une bonne situation dans le sens où moi, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'avais des difficultés à ressentir. J'ai l'impression d'avoir été élevé dans un modèle patriarcal où j'étais entouré souvent d'hommes qui étaient atrophiés émotionnellement. Et j'ai dû beaucoup déconstruire ça, et je continue encore d'ailleurs. C'est parfois pas évident. Et que la musique et que l'écriture des chansons m'a aussi permis, finalement, de enfin réussir à mettre des mots sur ce que je ressentais et qui n'était pas forcément glorieux. Voilà. Ok. Alors, tu es venu avec des petites choses. Oui. Alors, je me demande si je me permets de remettre le micro. Ouais, il fait sa vie. Il fait un peu sa vie, il a un peu du poids. Bon, voilà. Okay. Tu es venu avec des petites choses, alors. Oui, je sais pas, j'ai ramené un peu, je vous avoue, un peu sans trop réfléchir. Mais c'est très bien. Alors, ça, c'est la petite trousse. C'est une petite trousse qui vient d'Afrique, que m'a ramené mon beau-frère. Oui. Et c'est dans cette trousse que je mets tous mes stylos. Parce que finalement, avoir un cahier, c'est bien, mais sans stylo, ça ne sert pas à grand-chose. Et alors, en plus, est-ce que toi, tu écris toujours avec ton stylo plume ? Plume, non. Parce qu'à un moment, tu faisais ça. C'est vrai, tu as raison. J'avais gardé mon stylo plume du baccalauréat. Tu te souvenais de ça ? Bah oui. C'est vrai qu'on en avait parlé, je crois. On en avait parlé, tu m'avais dit, j'écris au stylo à encre. C'est vrai. Mais non, plus maintenant, parce que je crois qu'il ne marche plus. C'était un stylo à encre d'une marque, d'une moto, voilà, bref. Et je l'avais toujours depuis je l'utilise plus, non. Mais par contre, pour moi, c'est indispensable d'écrire pas sur à l'ordi. Parce que finalement, la main, c'est aussi le prolongement du corps, c'est aussi... on n'écrit pas de la même manière. Ouais, il y a des études qui disent qu'à l'ordi, tu écris sur les deux mains, donc tu utilises ces deux cerveaux, tandis qu'à la main, tu écris que d'une seule main, donc tu utilises surtout le cerveau, qu'un seul des cerveaux. Et puis le rythme aussi n'est pas le même, je pense. Moi je trouve qu'il y a... C'est comme taper à la machine. Ouais. À un moment donné, j'avais envisagé ça, d'écrire des chansons aussi en retapant à la machine, tu vois, la machine à écrire. Et la machine à écrire, c'est un truc... chaque lettre a son poids, quoi, dans le sens où si tu te plantes déjà, voilà... Et puis le rythme n'est pas le même, quoi. Bref, ça c'est ma petite trousse que j'aime beaucoup, que je trouve très belle. J'adore. J'ai ramené des livres et un DVD, puisque comment est-ce que je pouvais faire d'autre ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est un DVD, je ne sais pas. Oui, des nourrissons qui nous écouteraient. Eh oui. Je crois que je décrirais mal ce qu'est un DVD, mais c'est un... En tout cas, c'est un double DVD. C'est un double DVD, c'est un disque... un disque lumineux, numérique, qu'on met dans un appareil et il tourne, le disque, et il permet de regarder un film. Et donc ce film-là en particulier ? Oui, j'ai ramené un film de Lynch que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lost Highway. J'ai l'impression que ce film... J'ai un rapport un peu bizarre à ce film. Okay. Je l'ai découvert l'année de mes 20 ans, et au cinéma, parce qu'il est sorti en 97. Et je sais que depuis qu'il est sorti, je pense que je n'ai de cesse d'y penser, d'y revenir sans cesse. Ça a été une espèce de choc esthétique. Et c'est la première fois qu'on me racontait une histoire qui n'allait pas d'un point A à un point B. C'est-à-dire que d'un seul coup, il prend la liberté de te dire, de pas du tout te prendre par la main. Un peu comme dans un rêve. C'est un peu un rêve éveillé. C'est vrai, hein. Et où on te dit, voilà ce qui se passe, et puis finalement, on te fait croire à une enquête policière, puis finalement, ça devient un film noir, puis finalement, ça devient un film d'aventure, puis finalement... attendez, là, je comprends plus rien. Et en fait, cet abandon-là, ce lâcher-prise dans la narration, moi, m'a beaucoup excité, et continue à vachement m'exciter, de ne pas comprendre forcément, et d'accepter de ne pas comprendre ce qu'on est en train de me raconter. Donc il reste très précieux pour moi, ce film. Génial. Ensuite, j'ai ramené un livre sur le Japon, parce que
Le Japon a beaucoup nourri mon écriture, notamment du disque que j'ai sorti sous le nom de Julien Shelter il y a 2 ans. Et c'est un livre qui s'appelle Esthétique du quotidien au Japon. Et c'est très beau parce que c'est un livre, il le dit sur la 4e, j'aime bien la manière dont ils le disent, c'est que finalement il y a une attention qui est donnée au Japon à l'esthétique des choses. Ouais. Ça part du corps, on parle du corps, de la gastronomie, de la cérémonie du thé. Et cette préciosité, comme ça, cette attention, ce raffinement finalement dans le quotidien, moi m'a beaucoup touché. Et à la fois très, pour moi, est quelque chose de très intime, qui résonne, et en même temps très lointain, exotique, quoi. Et le Japon est un pays qui, moi, m'a beaucoup influencé, nourri. Je suis parti, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, et j'ai l'impression, je dis souvent, de jamais être vraiment revenu. Ça continue à être quelque chose qui est très présent dans mon quotidien. Ouais, bah. En plus, il y a des belles illustrations dedans. Oui, c'est vrai. Je crois ça a été coécrit avec un dessinateur, ou c'est l'auteur lui-même qui dessine, je sais plus trop. D'ailleurs, on peut peut-être le citer, je sais pas. Dessin de Nicolas de Crécy, ouais. Je sais plus si je t'ai dit que si je t'ai dit que j'avais travaillé au Japon. Mais oui, tu m'as dit, je m'en souviens. D'accord. C'est fou. C'est-à-dire, dire sinon, je t'en parlerai après l'enregistrement. Si, je m'en souviens très bien. Ok. Ça me redonne envie que tu m'en parles. Ce livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Encabane, de Gabrielle Filto-Shiba. Ok. C'est une féministe canadienne, il me semble, ou québécoise, j'ai oublié. Et c'est une fille qui a décidé de s'extraire du monde, d'aller d'un seul coup vivre dans la forêt, à moins 40, là où naissent les belugas. Et c'est un peu comme Walden de Thoreau, c'est-à-dire que c'est aussi d'un seul coup se retrouver un peu seul face à soi-même, au cœur de la nature, comme une autre manière aussi de se retrouver, de faire un point sur une existence parfois très tumultueuse et avec un rythme parfois génial, trop rapide. Et puis ce livre de Bell Hooks, une autre féministe afro-américaine, qui s'appelle La volonté de changer, qui parle des hommes, la masculinité et l'amour. Et elle remet un peu l'amour au centre des relations hommes-femmes, et elle met l'accent sur la nécessité des hommes de se reconnecter avec leurs émotions, de se rendre compte aussi que finalement la masculinité patriarcale les a rendus très atrophiés émotionnellement. Et donc ça m'a beaucoup touché ce livre. Dis donc, merci beaucoup. La volonté de changer. Il est un peu cracra parce que j'ai l'impression d'avoir on voit que tu l'as beaucoup lu, relu, que c'est un livre de chevet je l'ai précieux. Pas lu 1 fois, mais je l'ai lu 2 fois, je pense. Mais est-ce que la masculinité toxique irait à l'encontre de la créativité? That's a fucking good question. On n'a pas le temps de répondre aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, on laisse ça ouvert. C'est une bonne question. J'ai une série de questions à laquelle je voudrais que tu répondes en moins de 2 minutes. Donc, c'est-à-dire, c'est immédiat. Tu as déjà répondu, par exemple, écriture main. Alors, attention, c'est parti. Ouais, écriture main ou écriture ordi? Main. Du soir ou du matin? Matin à fond. Dans un café ou chez toi? Les deux. Manuel de méthodo ou conseil d'amis? Conseil d'amis. Ton envie avec ton prochain projet? Un voyage. Ta plus grande fierté créative? Mon disque Julien Shelter Island. Ok. Le jour où tu t'es dit, je suis un auteur, je suis un artiste? Je me suis jamais dit. Les personnes indispensables à ta réussite? Les gens que j'aime et moi-même. Ok. Comment est-ce que tu célèbres tes succès ou tes joies? Waouh. Comment je célèbre mes succès et mes joies? Je crois que je suis pas capable de répondre à ça. Comment est-ce qu'on peut célébrer nos succès ou nos joies? Peut-être en les laissant s'infuser en nous, sans forcément y jeter un sort. J'ai l'impression que quand d'un seul coup je me rends compte que je me sens un peu plus léger, je pense que c'est une manière de célébrer finalement mes succès. Ok. Ouais. D'accord. En tout cas, moi je voulais célébrer notre épisode ensemble en te faisant un cadeau. Ceci est pour toi. Merci. On dirait un pull. On dirait tout à fait un pull. Je peux l'ouvrir? Vas-y, c'est fait pour ça. Trop bien. Ça tombe bien parce que j'ai aussi un cadeau pour toi. C'est vrai?
Oui. Maintenant, tu sais que On se fait des cadeaux, quoi. les autres n'y pensent pas. Hein. It's a fucking pen. C'est un crayon à papier en forme de cœur. Wow, love at first sight. Love at first sight. J'aime bien. Et quand tu Ah le oui, il est en tailles, forme de cœur. voilà, il est en forme de ouais. cœur. Quand tu le tailles, il sera plus cœur en se taillant. Ben si, il garde toujours sa forme de cœur. C'est ça, mais Voilà. pas sur la pointe. Eh ben merci 1000 fois. Je t'en prie. Trop bien. Oui, moi aussi j'ai un truc. Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, je l'ai mis là. Oh, tu l'avais caché avant qu'on commence Je l'ai l'enregistrement. un peu caché. Ben, c'est mon disque, tout simplement. Ah, génial! Voilà. Oh là là! Parce qu'en plus, j'avais pas pu venir te voir. Oui, quand À j'avais la fait boule noire. la boule noire, ouais. T'avais pas fait la Bellevilloise aussi? Il y a très longtemps, Il y a très mais pas longtemps. pour ce disque. Ok. Si beau. Donc voilà. Comme ça, Waouh! je sais pas si tu as une platine. Alors, j'ai pas une platine, mais il se trouve que là, on enregistre avant Noël et que mon père a une platine et que donc Eh ben je voilà. vais descendre avec. Très bien. Du coup, j'ose pas. C'est si Ouais, beau il est cette compliqué à enlever couleur parce qu'il est un peu collé, il est tout neuf. jaune fluo d'un côté et après, toi qui portes un Ouais, bouquet de fleurs. un bouquet de fleurs. Les fleurs sont choisies selon le langage des fleurs? Non, j'irai pas jusque-là. Ok. Non, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, j'avais très envie d'offrir quelque chose. Et cette photo l'illustre très bien. Et il y a aussi un petit texte dont je suis assez content, qui a été écrit par un de mes meilleurs amis américains, Joël, qui s'appelle The Beat of the Heart. Ok. Et c'est moi qui lui avais un peu suggéré ce texte parce que à l'époque, avant d'écrire le disque, j'avais envie de réaliser un court-métrage et les battements du cœur, pour moi, étaient finalement la première musique. C'est de ça dont j'avais envie de parler. C'est que finalement, la première musique qu'un enfant entend dans le ventre de sa mère, c'est le rythme du cœur de sa mère. Et du coup, on revenait à quelque chose d'un peu originel, une forme musicale originelle, et c'était de ça dont il était question aussi. Donc voilà, il a fait un très beau texte sur ça, Si beau. que j'encourage à lire. Si on veut te suivre, Ouais. si on veut avoir de ton actualité et tout ça, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, Instagram, Julien Shelter, Julien Gerbic, c'est le même compte. Ok. Là, il peut y avoir des choses. Et puis sinon, sur toutes les plateformes de streaming, j'encourage plutôt à aller écouter de la musique sur Bandcamp, parce que c'est quand même, Ok. oui. Eux qui reversent davantage d'argent aux artistes. Très bien. Et puis Bandcamp, c'est aussi l'opportunité de commander mon disque, pour ceux qui en ont Tout envie. à fait. Et donc, nous pourrons voir le texte. Oui, je crois qu'il y a la possibilité de voir le texte, ouais, tout à fait. Génial. Je le mets ici avec nous. Magnifique, merci. On est comment? Eh ben, on a juste le temps d'un dernier petit exercice qui est, c'est le livre d'or du podcast. Donc voilà, je te laisse quelques minutes écrire le mot que tu veux. Et Juste un mot ou un mot, une petite phrase, D'accord. voilà ce qui te vient et nous en avons terminé. Donc merci encore. Merci à toi surtout de m'avoir donné cette belle opportunité de venir sur un canapé moelleux, un jour de beau temps, Ouais. parler de créativité. Tout à fait, j'ai commandé le beau temps pour toi. Merci 1000 fois. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et de l'avoir peut-être regardé. Et on vous dit à bientôt. Salut, merci à vous. Merci pour le cadeau. Je suis Avec trop contente, je peux te faire la plaisir. bise. Mais oui. Merci à toi, trop bien. J'espère que les autres invités auront la même idée. Là-dessus. Merci à Julien pour cette conversation. Julien vous propose ce défi, écrire vos pages du matin de Julia Cameron. 3 pages le matin, pendant 7 jours, de tout ce qui vous traverse l'esprit, sans relire, sans juger. Dans une semaine, revenez nous dire comment ça s'est passé en commentaire. Ce que vous avez découvert, ce qui a résisté, ce qui a surpris. Ces retours-là, je les lis tous. Dans le prochain épisode, Aude Roman, comédienne, autrice, citoyenne engagée et mère. Elle est convaincue de n'avoir aucune aptitude pour écrire. Pourtant, elle a déjà écrit et joué plusieurs de ses pièces. Alors comment fait-elle? Vous n'êtes pas prêts. Pour recevoir ce podcast une semaine avant les autres, souscrivez à mon Substack. Vous recevrez aussi en exclusivité les références complètes de chaque épisode, mes impressions et le mot laissé par mon invité. Le lien est dans la légende. Merci d'être là. Votre histoire mérite d'être racontée. Suivez votre plume.